Alors, la première question est posée par Arnaud Frexit. Bonsoir, monsieur Asselineau. Quelle analyse faites-vous des régionales et la perspective à venir pour 2022? C'est une question très très vaste. Je vais essayer d'aller assez brièvement, dont on en a quand même beaucoup parlé. Je vais quand même dire des choses peut-être un peu plus originales que ce que l'on a entendu dans la presse. Premièrement, évidemment, c'est l'abstention massive. Soit les deux tiers des Français qui ne sont pas allés voter. Il faut y ajouter les votes blancs et nuls. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% quasiment des Français qui ont refusé de se prononcer. C'est du jamais vu dans l'histoire d'une élection nationale. Et c'est d'autant plus significatif que, après le premier tour, on a entendu des lamentos sur l'ensemble des médias. Tout le monde voulait mobiliser les électeurs, et en particulier le Rassemblement national qui est censé porter la plus forte opposition au gouvernement, qui a insisté, pour parfois très lourdement, même jusqu'à aller quasiment à insulter ses électeurs en les traitant de fainéants, qui a dit qu'il fallait les voter. Et puis, en fait, encéphalogramme plat, c'est-à-dire que le dimanche suivant, il y a eu à peu près, à un point près, on a eu la même abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, il y a une grande partie du public qui ne se retrouve plus dans ce système électoral. D'autre part, qu'il y a des différences générationnelles considérables, parce qu'il apparaît que ce sont principalement les personnes âgées, enfin, ou disons au-dessus de 50-60 ans, qui sont allées beaucoup plus voter que les jeunes générations. Il y a un sondage sorti des urnes qui est quand même tout à fait saisissant. Il y a, semble-t-il, que 85% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter. Enfin, c'est affolant. C'est affolant pour la démocratie. Alors, les enseignements qui ont été tirés de ça, on a le gouvernement qui essaye qui veut en profiter pour imposer un vote par correspondance ou bien un vote par un vote électronique. Nous avons toujours dit non. Je rappelle que je l'avais dit et redit lors de la campagne présidentielle. Pour nous, ce qu'il faut, c'est un vote manuel avec un papier dans une urne. Parce que ce qui est très important, ce qui est même absolument fondamental, on le voit avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que la population soit convaincue que le vote est le bon. Or, rien, jamais, ni personne ne pourra convaincre quelqu'un que les votes par correspondance sont fiables. On peut très bien avoir un vote par correspondance avec une personne qui a été menacée par son entourage pour voter dans un sens. Et puis rien ne pourra convaincre non plus que des votes électroniques sont fiables. On peut très facilement en fait maquiller les résultats. Donc nous avons même proposé que ce soit dans la Constitution française le principe du vote manuel avec une urne. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est résolu le gouvernement des Pays-Bas il n'y a pas très longtemps, qui a justement interdit toute autre procédure, parce que ça va redonner aux Français confiance dans les résultats des élections. D'ailleurs, au passage, ceux qui pensent qu'en facilitant le vote par correspondance ou par voie électronique, ils pensent que ça serait on aurait une meilleure participation, se trompent. On le voit là où ça existe, il n'y a pas une meilleure participation, c'est faux. Pour avoir une meilleure participation, il y a un moyen, alors bête et méchant, c'est d'imposer le vote, le rendre obligatoire. C'est ce qui existe en Belgique. Si vous n'allez pas voter, vous avez une amende, comme si vous êtes mal garé, par exemple, 35 €, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un vote obligatoire. On notera d'ailleurs qu'en Belgique, il y a quand même en gros 15% des électeurs qui ne vont quand même pas voter. Parce qu'il y a toujours un niveau incompressible de personnes qui ne vont pas voter, les personnes qui oublient tout simplement, les gens qui sont en voyage, les gens qui sont malades, les gens qui ont oublié, enfin voilà, et puis évidemment les gens qui refusent le principe même. Donc on a toujours un niveau incompressible de l'ordre de 15%. Au deuxième tour de l'élection présidentielle en 1981, là où les passions étaient exacerbées entre Giscard et Mitterrand, au deuxième tour, la participation, je crois, avait été de l'ordre de l'abstention avait été de l'ordre de 18%, ce qui montre un peu le plancher. Alors moi, je ne suis pas forcément hostile à ce principe de l'élection obligatoire, mais il devrait y avoir une contrepartie fondamentale. C'est qu'il faudrait que les gens, si on les force à aller voter, qu'ils puissent voter aussi pour des votes blancs, et que le vote blanc soit de plein exercice. C'est-à-dire que si, dans une élection, ce sont les bulletins blancs qui arrivent en premier, l'élection est annulée, elle est ensuite reconvoquée quelques semaines ou 1 ou 2 mois après, et tous les participants
au premier vote sont interdits de se représenter. C'est un système qui existe en Uruguay ou en Suède, par exemple. C'est ce qu'on appelle le système du vote blanc de plein exercice. Mais s'il n'y a pas ça, forcer les gens à aller voter alors qu'ils ne se sentent représentés par aucun des candidats, c'est vraiment une atteinte à leur liberté de choix. Et puis alors, la deuxième façon de procéder pour faire diminuer l'abstention, c'est tout simplement d'intéresser davantage les gens. Voilà. Parce que les gens, si ça les intéresse, ils vont voter. Il y a d'ailleurs un sondage qui est sorti dans le monde des sondages de toute nature. J'ai vu un sondage qui est sorti là aujourd'hui qui dit qu'il y a déjà, je sais pas, une majorité de Français qui comptent bien aller voter pour l'élection présidentielle. Parce que c'est l'élection phare de notre système électoral. Et que traditionnellement, c'est l'élection qui a la plus grande participation. On notera d'ailleurs au passage que c'est en Corse qu'il y a eu la meilleure participation lors de ces élections régionales parce qu'il y avait les gens percevaient bien les oppositions qu'il pouvait y avoir entre les différents partis qui se présentaient devant le peuple corse. Maintenant, pour ce qui reste dans la France, le reste de la France, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est que les élections régionales. Les gens ne comprennent pas bien à quoi ça sert. Les gens ont le sentiment qu'ils ont déjà voté la présidentielle et législative. Bon. Les maires, d'accord, parce que les maires, ils connaissent. Les conseils départementaux, c'est-à-dire les conseillers au département, c'est déjà beaucoup plus lointain. Conseillers régionaux, ils ne comprennent pas, et l'Europe non plus. C'est pour ça d'ailleurs que sur les scrutins pour les députés européens et les scrutins pour les régions, il y a de mauvais résultats. Donc il y a une accumulation de causes, avec le fait aussi que les Français sont entrés, une certaine partie des Français sont entrés en dissidence, en fait, contre le système politique. Ils ont le sentiment, vous savez que c'est ce que j'explique d'ailleurs depuis 14 ans, que lorsqu'ils votent à droite, à gauche, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, eh bien, ils ont toujours la même politique. Sur ces histoires de régions, je suis un petit peu long, mais c'est extrêmement important. Sur ces histoires de régions, je crois bien que nous sommes le seul parti politique à proposer, d'ailleurs depuis maintenant un certain nombre d'années, que tout simplement on supprime les régions, les conseils régionaux plus exactement. C'est-à-dire qu'on peut conserver le périmètre des régions avec un établissement public administratif pour coordonner l'action des départements si c'est vraiment nécessaire, mais que l'on supprime les conseils régionaux. Pourquoi je dis ça? Parce que ça ne sert pas à grand-chose en fait. D'ailleurs la France s'en était passée en 1790 lors de la Révolution. Toutes les provinces d'Ancien Régime ont été supprimées. Et nos ancêtres ont créé les départements. Et on s'est très bien porté avec les départements de 1790 jusqu'à 1986, en fait. Alors, pas tout à fait, parce que Pétain, à la demande des Allemands, en 1941, avait créé des régions qui reprenaient certaines des provinces d'Ancien Régime, mais pas toutes. Elles étaient comparables un peu aux régions qu'on connaissait jusqu'à récemment. Et puis, à la Libération, De Gaulle et le gouvernement provisoire ont supprimé les régions qui étaient une création pétainiste sous pression allemande. Voilà. Et c'est Pompidou qui, en 1972, sous pression européenne, a recréé des régions, mais des régions de toutes petites, comme je dis, avec vraiment des coûts très faibles. Or là, en 1981, François Mitterrand, conformément à son programme, sous couvert de décentralisation, a créé des régions de plein exercice avec des conseils régionaux. Il y a eu 1756 ou 86, je me rappelle plus, conseillers régionaux qui sont comme ça, qui n'existaient pas auparavant, qui sont élus. Qui dit conseiller régional dit souvent, pas toujours, mais souvent une voiture de fonction, un secrétariat, des bureaux, etc., des frais de transport. Donc vous imaginez 1786 multiplié par tout ça, donc ce sont des coûts énormes, des investissements dans des très luxueux, dans des nouveaux hôtels de conseils régionaux, etc. Tout ça pour faire quelque chose dont on pourrait très bien se passer, puisqu'on s'en était passé pendant 2 siècles. Voilà. Et si on compare d'ailleurs avec nos amis suisses, je rappelle que la Suisse est un pays qui est grand, comme l'ancienne région Rhône-Alpes avant sa fusion avec Auvergne. La Suisse, elle a des cantons. Et les cantons, ils ont la taille de nos départements. Ils sont même plus petits que nos départements. Mais ils se portent très bien. Alors pourquoi avoir imposé ce niveau? On est dans un système de millefeuille insupportable. J'ai expliqué pourquoi. Je vais pas être trop long. Je renvoie à ma conférence sur les eurorégions. On avait France, l'État, la République,
les départements et les communes, et on veut nous imposer, sans le dire aux Français, un nouveau système avec l'Europe, les États-Unis d'Europe conformes comparativement aux États-Unis d'Amérique, les régions qui ont la taille des États fédérés des États-Unis d'Amérique de la côte Est, et les comtés. Or, l'Europe, donc, il faut agréger les pays d'Europe. Les régions, c'est pas l'Europe des nations, comme certains le disent, c'est pas ça qui est prévu au programme. C'est en fait disloquer les grands États-nations. Par exemple, la Belgique disloquée en Wallonie, Flandre. Le Royaume-Uni était prévu d'être disloqué avec les Pays de Galles, l'Écosse. L'Espagne s'est disloquée avec le Pays Basque, la Galice, comment dirais-je, la Catalogne, l'Andalousie. Et la France de la disloquer avec la Bretagne, la Corse, l'Alsace, peut-être l'Occitanie, etc. Ça, c'est le projet des d'Europe des régions qui est absolument caché aux Français. Si on le met sur la table, si on montre des cartes qui ont circulé au Parlement européen, on se fait traiter, bien entendu, de complotiste. Mais c'est bien ça l'objectif qui est poursuivi. Et comme c'est un objectif qui est progressif, eh bien, on se ramasse actuellement à une convergence des deux. C'est-à-dire qu'on a les deux systèmes en même temps. L'Europe, la France, les régions, les départements, les collectivités, les intercommunalités qui ont vocation à devenir de la taille des comtés américains et les communes. Ça fait beaucoup trop un millefeuille beaucoup trop important. Alors, on va me dire c'est peut-être un petit peu loin des élections. Non, je pense qu'on est en plein dedans parce que je n'ai pas vu aucun parti politique, aucun responsable politique expliquer aux Français pourquoi les Français ne sont pas allés voter. Parce que tout simplement, ils ne se reconnaissent pas dans ces régions. Plus exactement, quand ils s'y reconnaissent, ils vont un peu plus voter. On l'a vu avec la Corse ou l'Alsace. Mais justement, François Hollande, comme ça, par le fait du prince, avait recarrossé le périmètre des régions en mélangeant l'Alsace avec le reste, ce qui n'est pas bien. Alors, il y a évidemment d'autres enseignements de ces élections. Il y a évidemment le désastre de En Marche. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de France, jamais, un parti politique au pouvoir faire 3,5% des électeurs inscrits. 10% des votants, mais comme il y a eu 33% de votants, ça fait à peu près 3,5% des inscrits. Ça veut dire que 2 dimanches de suite, et malgré les mises en garde solennelles, ça veut dire que 96,5% des Français ont refusé de se déplacer pour aller voter pour les listes En Marche. Dans n'importe quelle démocratie, le président de la République aurait donné sa démission, ou à tout le moins le chef du gouvernement. On imagine au Royaume-Uni, il aurait fallu, ça a été la démission du Premier ministre, au Japon également. Non, là on a en revanche M. Macron qui n'en tire absolument aucune conséquence, et la presse qui n'exige rien du tout, qui trouve ça très bien, qui d'ailleurs minimise cette gifle inimaginable du point de vue électoral en appelant ça un couac. J'ai vu, c'est un couac. C'est comme si en 1969, Charles de Gaulle avait, au vu du scrutin, au vu du référendum de 69 où il avait eu 47% des suffrages seulement, c'est comme s'il avait continué. Et puis il était resté président. Il avait tout à fait le droit de le faire. Et la presse de l'époque aurait dit, après le couac du référendum, Charles de Gaulle entend rebondir. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. De Gaulle a présenté sa démission. Donc si Macron était de la trempe d'un chef d'État de la République française, il aurait dû présenter sa démission. Et s'il ne le faisait pas, au minimum, eh bien, il changeait le Premier ministre et le gouvernement, ce qu'il n'a pas fait. Parmi les autres enseignements, le désastre. On peut parler d'un désastre quand même pour le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national se retrouve en difficulté. Il a perdu. On a parlé des pourcentages, mais il a perdu par rapport aux élections de 2015. Il a perdu quand même pas mal de plumes, puisqu'il a quand même perdu 100 conseillers régionaux et je crois 42 conseillers départementaux. Ce qui pose quand même un problème pour lui, puisque ce sont des détenteurs du pouvoir de parrainage pour les élections présidentielles. Donc il y a à peu près 142 détenteurs du pouvoir de parrainage que Mme Le Pen n'a plus. Voilà. Alors, Mme Le Pen, elle aura sans doute ses parrainages, mais enfin, je rappelle quand même qu'en 2017, quand moi j'avais eu 587 parrainages, elle n'en avait jamais eu que 627. Elle n'en avait jamais eu que 40 de plus, parce que beaucoup de maires à travers la France
ont une très forte réticence à apporter un parrainage aux candidats d'extrême droite de façon générale et à Madame Le Pen en particulier. Alors si on fait 647 moins, qu'est-ce que je veux dire, 627 moins 142, comme j'ai dit, on doit tomber à 485. Ça veut donc dire que Mme Le Pen, il va falloir que ses troupes redoublent d'efforts pour avoir les parrainages. Au-delà de ça, ça pose quand même un véritable problème, le problème des sondages. Parce que moi, j'aimerais qu'on m'explique comment les sondages ont-ils pu tous aussi unanimement se tromper sur le score de Mme Le Pen et de son parti. J'avoue que je ne comprends pas. Qu'il y ait 2-3 points à la limite, d'accord. Mais là, c'est un phénomène que personne n'avait vu venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ne demande-t-on pas aux instituts de sondage comment ils sont arrivés à faire ces scores ? Est-ce qu'il y a eu une telle manipulation dans tel sens ou dans tel autre ? Finalement, on n'en sait pas grand-chose. Autre enseignement, c'est quand même le bon score relatif des Républicains, mais sur 33% seulement des électeurs, les personnes les plus âgées. Donc le bon score des Républicains est très relatif, puisque en fait, beaucoup d'actifs et 85% de la jeunesse ne sont pas allés voter. Donc effectivement, on a un scrutin qui a eu tendance à valoriser des anciens partis, les Républicains, et à mettre en avant donc des personnalités. Mais il y a quelque chose que tout le monde sent un petit peu factice dans tout ça. Il va y avoir sans doute des luttes de pouvoir importantes pour savoir qui sera candidat, puisque s'il y en a un qui s'est présenté, enfin il y en a qui se présentent, qui se mettent un peu en avant, c'est M. Bertrand et Mme Pécresse. Il se trouve que ni lui ni elle ne sont encore candidats des Républicains. Il n'y a que Laurent Wauquiez qui est encore aux Républicains. Je rappelle quand même que Xavier Bertrand avait claqué la porte des Républicains et Mme Pécresse aussi. Donc M. Bertrand, il est présenté dans les médias de façon extraordinaire. Il y aurait une Bertrand mania, il y aurait je ne sais pas quoi. Mais quand on regarde les résultats, il n'est pas arrivé le premier parmi les trois. Celui qui a fait le plus gros score, 55% des suffrages au deuxième tour, c'est Wauquiez. Celle qui a fait le moins bon score, c'est Mme Pécresse. Mais Mme Pécresse, elle avait quand même tous les autres contre elle. Elle avait une liste du Front National avec Jordan Bardella, le vice-président. Elle avait une liste de la gauche unie avec des têtes de liste comme Audrey Pulvar, comme Clémentine Autain et comme Julien Bayou de ELV. Elle avait aussi la liste de En Marche avec une star comme Marlène Schiappa. Donc elle n'a pas démérité non plus. Et puis si on regarde en nombre d'inscrits, mais on s'aperçoit que celui qui a perdu le plus d'électeurs inscrits depuis 2015, c'est Xavier Bertrand. Autrement dit, l'affaire n'est quand même pas encore dans le sac du côté de LR. Voilà. Pour le reste, eh bien, tout ça est très inquiétant pour la suite des événements. Et ça m'inquiète beaucoup personnellement parce qu'on voit bien que les Français se détournent de la politique. Beaucoup n'y croient plus, ça les intéresse plus. Combien de fois, quand on va dans la rue, qu'on distribue des tracts, on rencontre des gens qui disent « Ah mais moi, monsieur, je ne fais pas de politique. Ah mais moi, ça ne m'intéresse pas. » Ils réagissent comme si c'était une espèce de passe-temps, comme si c'était, je sais pas, jouer au bridge ou bien faire du macramé. Mais c'est fondamental, la politique. Et la politique, c'est ce qui va décider de nos vies. Et s'il y a ce désengagement total d'une partie des Français, c'est malheureusement parce qu'ils ont le sentiment que leurs votes n'ont plus aucune importance, n'ont plus aucune conséquence. Ça, c'est la chose la plus grave qui soit. Et c'est un des enjeux absolument majeurs et décisifs que nous avons tous collectivement. Si on veut que les Français retrouvent le chemin des urnes, il faut de nouveau les passionner pour les élections. Et les passionner pour les élections, c'est leur donner le sentiment qu'il y a une véritable alternative.